Peut-être commencer, gardons nos habitudes par faire un petit point sur les chiffres du jour. Eh bien, après 2 jours de baisse consécutifs, le nombre de nouvelles hospitalisations, malheureusement, est reparti à la hausse. Chez nous, aujourd'hui, 434 patients atteints du coronavirus. Fin mars, pas grand monde sur les routes. On nous demande d'éviter les déplacements inutiles. À cause d'un pic de pollution? Non, à cause d'un virus. Le décès a lui aussi augmenté, plus 56 en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 178 morts en Belgique à ce stade. Les panneaux publicitaires me demandent de rester chez moi. J'ai jamais vu un tel matraquage. J'ai étudié la communication à l'IEX, comme Sophie Wilmès. De cette époque, j'ai gardé quelques contacts avec des journalistes. Je leur écris une lettre ouverte qui questionne la manière dont ils rendent compte de cette pandémie. Ce qu'ils disent, comment ils le disent et ce qu'ils taisent. Le premier à réagir le fait avec ironie. Tout ça releverait donc d'un complot. Le mot est lâché. Un complot. Je crois pas, non. Ceci n'est pas un complot. Prenons-en la situation en Italie, toujours aussi inquiétante. 475 décès enregistrés en 24 heures. C'est du jamais vu dans les pays contaminés par le coronavirus. Les mesures de confinement seront d'ailleurs prolongées. Et nous allons le voir avec Caroline Hick. L'armée vient en aide aux médecins. Cette vidéo a été tournée par un médecin italien. Elle montre à quel point son hôpital est débordé par les patients atteints de coronavirus. Tout a commencé par une vidéo tournée au smartphone dans un hôpital de Bergame, en Italie. Suite à la diffusion de ces images dramatiques, la saturation des hôpitaux va devenir le point focal de toutes les politiques de santé publique. C'est que depuis des années, la plupart des gouvernements a rationné le nombre de lits dans les hôpitaux par mesure d'économie. Il ne faudrait pas que ça leur soit reproché, alors ils tremblent. Ce qui m'a interpellé, c'est l'universalité et l'omniprésence de la consigne. Il faut aplatir la courbe et pour cela, rester à la maison. Gardons notre calme et poursuivons nos efforts. Une initiative des autorités belges. Tous les communicateurs le savent, la répétition d'un même message, encore et encore, est la base de la propagande. Please stay at home. S'il vous plaît, restez à la maison. Alors le petit livre que j'ai publié s'intitule « Principes élémentaires de propagande de guerre, utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède ». Alors ici, on est probablement dans le cas d'une guerre tiède, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé les armes, mais qu'il y a une mobilisation de l'opinion publique de la part des gouvernements qui est très semblable aux mobilisations qu'on effectue lorsqu'il y a une guerre chaude. Dans ce cas-là, il faut évidemment avoir l'unanimité derrière le gouvernement. Il ne peut pas y avoir de dissidence, il ne peut plus y avoir de liberté de la presse, de liberté d'expression, parce qu'il y a une cause tellement importante que nous devons tout sacrifier à la victoire de cette cause. Que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit les médias imprimés, ils ont tous participé à cette même campagne et on ne peut pas se permettre d'avoir des opinions différentes, etc. La télévision va jouer ici un rôle majeur. Par écran interposé, elle semble opérer une véritable hypnose collective en multipliant les messages anxiogènes. Beaucoup de monde donc dans les hôpitaux un petit peu partout dans le pays. L'armée, de son côté, a élaboré un plan de crise. Moi, j'appelle ça de l'assassinat. Le pire, c'est qu'on ne parle pas encore de pic. Il y a un côté mythique derrière ça. Les épidémies, c'est mythique. Le virus est quelque chose qui est craint par tout le monde parce que d'abord, on ne le voit pas. Et puis ensuite, on n'est pas responsable parce que c'est toujours quelqu'un d'autre qui vous le donne. Et on se sent coupable de le transmettre. Donc il y a une espèce de phobie collective qui s'installe et qui est facilement nourrie par les médias. Alors on aurait pu espérer que les médias ne jouent pas cette corde au maximum, mais malheureusement ils l'ont joué, ils la jouent toujours. Leurs 5800 lits sont plutôt à 9 lits pour 100 000 habitants. J'ai étudié les messages subliminaux, ceux qui arrivent directement au cerveau sans qu'on en soit conscient. Je suis intrigué par les images qui servent d'arrière-plan aux infographies. On aperçoit une malade qui tousse,
elle est jeune et maquillée. Cet autre patient est lui aussi jeune, contrairement à la grande majorité des personnes qui souffrent réellement de la maladie. Ce sont des figurants. Ces images ont été achetées à la société Shutterstock. Le message subliminal est clair, même les jeunes en bonne santé, même vous, pouvez être victime du Covid. De son côté, étrangement, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas trop regarder les actualités. C'est que l'anxiété peut provoquer d'autres problèmes de santé. Mais pour les entreprises d'information, c'est l'occasion de faire de l'audience. Les contaminations coronavirus continuent d'augmenter dans notre pays. 60 décès sur les dernières 24 heures. On est toujours dans une phase ascendante. Les chiffres coronavirus du jour. Maintenant aux chiffres. Les chiffres sont toujours très inquiétants. Le cap des 1000 décès a été dépassé en Belgique. Pendant des semaines, les compteurs à décès vont tourner en continu, comparant les scores des différents pays. Au Brésil, la barre des 10 000 morts du coronavirus a été franchie. Le nombre de personnes contaminées en Espagne dépasse le nombre officiel de morts en Chine. À la fin de la première vague, avec 10 000 décès, la Belgique bat le record du monde par rapport au nombre d'habitants. Belgium, 12 points. La Belgique. Au 31 décembre, le pays déclare 19 500 morts du Covid. C'est un bilan catastrophique. Mais si on le rapporte à la population de 11 500 000 habitants, nous avons un taux de mortalité de 0,17%. Donc 99,83% de la population belge n'est pas morte du virus, comme 99,98% de la population mondiale. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'écart entre la perception et la réalité des chiffres. Ceci n'est pas une apocalypse. Le nombre de décès estampillés Covid-19 doit également être relativisé. Ils ont parfois été comptabilisés avec générosité. Aux États-Unis, par exemple, l'organisme officiel recommande de rapporter sur les certificats de décès toutes les personnes chez qui la maladie a causé, pourrait avoir causé ou a contribué à la mort. En Italie, des médecins estiment que seule une minorité des décès en Lombardie doit être imputée au seul Covid. Suite à une étude de l'université d'Oxford, le Royaume-Uni déduira 5000 décès des statistiques. Et chez nous, c'est l'Institut belge de santé publique, Sciences Anno, qui compile les chiffres. Au mois d'août, elle a ressuscité 121 victimes du coronavirus. Mais le chiffre des non-morts du Covid pourrait bien être beaucoup plus important dans les maisons de repos. Sciences Anno admettait fin avril que seuls 4% des résidents étaient incontestablement décédés du Covid. 96% sont des cas possibles, ils n'ont pas été testés. Dans cette vidéo publiée par la DH, une caméra cachée enregistre une confirmation officieuse d'Elio Di Rupo, l'actuel président de la région wallonne. C'est par rapport au nombre de morts, mais c'est dû au fait que toutes les personnes qui ont été décédées, qui sont décédées dans les maisons de repos, on les a considérées comme des Covid. Ah ouais. Et vraisemblablement que ce n'est pas le cas. Donc le chiffre est assez élevé. Malgré cet aveu, les autorités et les médias continuent d'annoncer qu'en 2020, plus de 19 500 Belges sont décédés du Covid, dont 8 400 en maison de repos. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Même si ce nombre était réduit de moitié, il reste très dramatique. La manière dont ces personnes sont parties, sans adieu, est une tragédie qui continuera à nous hanter. Est-ce que ce monde est sérieux? 12 avril, dimanche de Pâques. Chaque année depuis 40 ans, je rends visite à mes parents. Mais cette fois, ils sont confinés dans leur appartement. Je leur propose de faire le tour du quartier en marchant. Ma mère me répond. Un civique, ça fait longtemps que j'avais plus entendu ça. Je comprends la prudence de mon père. Médecin à la retraite, 87 ans, en décompensation cardiaque. La cible parfaite pour le Covid. Il a déjà rédigé son testament, pas d'acharnement thérapeutique, pas de soins intensifs. Ce que je comprends moins, c'est que le principe même du confinement n'ait pas été davantage débattu. Les médias vont encourager les Belges à s'y soumettre,
malgré les injustices et les incohérences. On en profite pour passer du temps avec les enfants. Je cuisine et parfois je ne fais rien du tout. Quel privilège! Fin mai, je serai amené à réaliser une vidéo qui questionne les bénéfices du confinement. Les dégâts du lockdown vont devenir plus importants que les bénéfices. 5 milliards qui sont évanouis du fait du coût économique du confinement. Je ne suis pas à l'origine de cette initiative. L'idée vient de Mélanie Deschamps, chef de service adjoint aux cliniques universitaires Saint-Luc. Quand j'essaie de mettre dans la balance le nombre de vies qu'on a peut-être sauvées avec le nombre de vies qu'on a probablement gâchées, ça me fait un petit peu peur. Elle invite 6 autres personnalités à s'exprimer dans le même sens. Les professionnels de plusieurs disciplines commencent à considérer que le confinement a trop duré et trop coûté. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas déconfiné très rapidement dans la population jeune, dont on sait qu'elle n'est pas à risque de décès important. On est incapable d'estimer correctement le nombre de vies qu'on a épargnées, et on verra surtout le nombre de vies qu'on va perdre avec ce confinement. Quand j'essaie de mettre dans la balance, la vidéo sera vue 300 000 fois. Le docteur Deschamps contactera la presse, mais aucun média ne donnera suite. Ce n'est que 3 mois plus tard, fin août, que les voix dissonantes seront entendues. C'est suite à la publication d'une lettre ouverte parue dans Le Soir et La Libre, Belgium Beyond Covid. Cette fameuse carte blanche dit ceci: la légitimité des experts actuellement aux commandes doit être remise en question. C'est grave. La volonté du collectif est d'obtenir un élargissement clair et net de cette cellule de conseil. Honnêtement, on ferait mieux d'avoir des discours réalistes et encourageants plutôt que de monter l'anxiété d'une population qui fait ce qu'elle peut dans des conditions difficiles pour faire face à quelque chose qui est encore très mystérieux, largement méconnu, mais qui n'est en aucun cas ni une fatalité ni une mortalité absolue. Bernard Rentier, qu'est-ce qui vous embête dans la présentation de ces chiffres? Si on n'arrive pas avec une très grosse courbe qui arrive presque à zéro, alors on trouve des trucs pour dire oui, mais c'est plus grave que ce que vous imaginez. Je suis rassuré, la presse s'ouvre enfin au pluralisme des opinions. Donc nous ne savons pas du tout ce qui va se passer. Donc, Le Vif l'Express publie la carte blanche d'une jeune bio-ingénieure qui a travaillé 13 ans chez le géant pharmaceutique GSK. Elle est aujourd'hui indépendante. Donc au moment du confinement, moi je me suis retrouvée à la maison, comme je suis indépendante, j'avais pas de mission. Et en fait j'étais assez surprise par la communication qui était extrêmement anxiogène, que ce soit dans les rapports, la façon dont ils sont écrits, dans les modifications, de la façon de présenter les données, etc. Quand on approche d'un CNS, il y a un changement dans la façon dont les données sont gérées. Donc on va avoir une mise à jour beaucoup plus rapide de certaines données, ou un recul de certaines autres. Donc ça, c'est un site pour suivre l'évolution de la mortalité et de l'évolution du coronavirus dans les maisons de repos. Et la veille du CNS, cette courbe rouge, qui est la mortalité attendue, elle a disparu pendant 5 jours. La veille du CNS, elle a été supprimée, et 5 jours après le CNS, elle a été remise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de surmortalité, donc ça ne tenait pas vraiment la route. Je ne pense pas qu'il y ait du traficage de données dans le sens où on inventerait des données, mais il y a des manipulations de chiffres. Il est quand même assez peu probable qu'il y ait eu un accident dans le fichier qui fait que, comme par hasard, juste sur une période de 4 à 5 jours autour de ce CNS, cette courbe-là est disparue. À l'étranger aussi, de nombreuses voix s'élèvent. La déclaration du Great Barrington est signée par 40 000 professionnels de la santé. Ceux qui critiquent les mesures sont loin d'être des charlatans. C'est le gratin de la science mondiale. Des prix Nobel, des anciens ministres ou directeurs de la santé, des députés. La fronde vient de Yale, Harvard, Stanford, Barcelone, Karolinska, Oxford. La plupart relégués aux réseaux sociaux et aux médias alternatifs. Ici, des médecins américains se regroupent pour expliquer qu'il ne faut pas céder à la panique et qu'on peut guérir du Covid. Les Américains sont pour l'instant tétanisés par la peur. Sur cette chaîne espagnole, un chef de service remet à sa place une journaliste qui cherche à tout prix le sensationnel. Peut-on déjà parler de saturation totale? Il y a des hôpitaux, on l'a vu, où les étages se remplissent, mais peut-on déjà parler de saturation? En fait, il y a une confusion. Vous dites les cas de Covid augmentent, mais ce n'est pas vrai. Les chiffres augmentent, mais pas le nombre de patients malades du Covid. En Allemagne, 2500 médecins s'organisent avec des avocats pour dénoncer la narration officielle de l'épidémie.
C'est en France que l'opposition sera la plus médiatisée, portée par des professionnels comme les Toussaint, Toubiana, Fouché, Henrion-Claude, Raoult ou Perron. C'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par Big Pharma. Tout ça est instrumentalisé. Vous savez quoi? On va tout de suite vous dire, vous êtes complotiste, professeur Perron. Moi, je m'en moque, parce que les gens qui disent que je suis complotiste... 24 avril. Comme des milliers de mes compatriotes, je suis devant ma télé pour assister à la conférence de presse de la Première ministre. J'imagine qu'il y a des questions. Alexandre Penas de Kairos-Presse.be. Par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres font partie des multinationales et de la finance? Je ne vois pas vraiment... Le journaliste Alexandre Penas, éditeur du média Kairos, questionne la Première ministre sur d'éventuels conflits d'intérêts au sein du groupe des experts qui la conseille. Sophie Wilmès estime que la question est biaisée politiquement et recadre le journaliste. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. Le lendemain, le site RTL Info titre « Un journaliste avance une théorie du complot ». Ainsi donc, poser une question somme toute basique, faites-vous un complotiste? Mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement? Merci. J'ai rencontré à Louvain-la-Neuve une anthropologue spécialiste des théories du complot, Jacinthe Mazzochetti. La manière dont on utilise les mots est fondamentale. Et donc, traiter quelqu'un de complotiste, finalement, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. Derrière le mot complotiste, parfois, il y a un usage qui permet d'éteindre toute pensée critique et tout questionnement, finalement, par rapport au déroulement de notre société. Donc, c'est aujourd'hui devenu une insulte facile, aussi, qui permet de faire taire et d'empêcher de poser les questions qui dérangent. Alexandre Penas, c'est donc un adepte de théorie du complot. Ça m'intéresse de rencontrer un complotiste. À vrai dire, j'espère un rendez-vous dans une cave sombre, des lunettes noires, des ordinateurs plongés dans la pénombre. Actuellement, ça devient presque un compliment d'être traité de complotiste, étant donné que les complotistes, en général, sont ceux qui mettent en évidence les intérêts occultes des gouvernements, des groupes d'experts et des médias. Donc je crois qu'il faudrait même plus que parler de complotisme, il faudrait parler de mise en évidence de corruption réelle pour comprendre qui nous dirige et quelles sont les décisions qui sont prises en notre nom. Voilà. Donc oui, complotiste dans ce cas-là, mais pas de confusion entre tout. On a marché sur la Lune, les extraterrestres, la Terre est plate. Les journalistes entretiennent cette confusion-là. Donc ils mettent ça d'un côté, et de l'autre côté, ils mettent les conflits d'intérêts qu'on révèle, alors que ça n'a strictement rien à voir. Est-ce que nous sommes complotistes quand on indique que des gens qui travaillent pour nous, soi-disant pour nous, au fait travaillent pour d'autres? On peut se poser des questions, et donc il faut creuser ça. C'est le travail d'un journaliste. On reproche à Alexandre Penas d'avoir posé une question qui dérange. Je me demande surtout pourquoi les grands médias ne l'ont pas fait. La curiosité journalistique est-elle jetée aux oubliettes le temps d'une crise sanitaire? Dans son article, Kairos a épinglé les conflits d'intérêts au sein du Gaze, le groupe d'experts chargé de l'exit strategy. Certains d'entre eux ont des liens avec des entreprises pour qui la pandémie représente une opportunité commerciale. Penas pointe notamment le cas d'Emmanuel André, qui a conseillé le gouvernement pour le tracing. Monsieur André continuait en parallèle d'être rémunéré par la société Savix, spécialisée dans le tracing. Sa photo a depuis été retirée du site de Savix. Les médias ont publié la liste des membres du Gaze, sans mentionner deux experts de la société de consultance McKinsey. Il y aurait pourtant matière à s'interroger quand on pense que McKinsey conseille aussi ses clients pharmaceutiques et la grande distribution qui a bien profité des mesures de confinement. De toute évidence, McKinsey ne conseille ni mon petit fleuriste, ni mes potes théâtreux. L'épidémiologiste Marius Gilbert siégeait aussi au Gaze. Je l'ai rencontré. Il y avait deux personnes. Donc il y avait deux consultants qui avaient été recrutés par Pierre Wunsch pour essayer de voir ce qui se faisait dans les autres pays en termes de mesures. Et on devait collecter énormément d'informations. Et donc il y a des consultants qui ont participé, externes qui ont participé aux travaux du Gaze. C'est plutôt allusion à un possible conflit d'intérêts entre des gens qui conseillent un gouvernement public et puis qui par ailleurs
a dans son portefeuille client GSK. Il y a une ou deux occasions, des personnes ont estimé, et moi à un moment je me suis exprimé à ce sujet, qu'ils étaient sortis de leur rôle, on l'a dit, et c'était à faire clôturer, quoi. Mais il faut se rendre compte que la plupart des cabinets ont fait appel à des consultants extérieurs, parfois c'était McKinsey, parfois c'était Deloitte. Cette intrusion du secteur privé dans les affaires publiques m'a toujours semblé contre nature. Je regarde de plus près les rapports du Gaze, publiés a posteriori et en anglais uniquement. Le langage utilisé est clairement celui des consultants. Dans le premier rapport, on lit déjà que la crise ne sera sous contrôle que lorsqu'on aura immunisé une vaste majorité de la population via une campagne de vaccination à grande échelle. Le texte évoque aussi le risque d'une deuxième et troisième vague. Ce rapport date du 14 avril. Comment les experts du Gaze ont-ils pu anticiper 2 nouvelles vagues alors que ce n'est pas la norme? L'homme fort du Gaze est le virologue Mark Van Ranst, qui s'était déjà fait remarquer en 2009 lors de l'épidémie de H1N1. Il conseillait alors au gouvernement d'acheter des millions de doses du vaccin produit par GSK en étant lui-même rémunéré par la société pharmaceutique. Le vaccin acheté par la Belgique fut un flop, obligeant la ministre de la Santé à décommander un tiers des doses. Mark Van Ranst illustre parfaitement la manière dont la presse a une mémoire sélective. On sait très bien que lors de l'épisode de la grippe H1N1, il avait des conflits d'intérêts énormes avec GSK. Tout d'un coup, actuellement, on n'entend plus parler. Et c'est la même chose pour les autres. Et on va sans doute reparler de Mark Van Ranst dans 5 ans ou dans 2 ans. On va faire un article en disant « mais regardez, il était payé par GSK ou par une autre ». Mais c'est toujours trop tard. Donc les médias ont toujours une longueur d'avance sur les intérêts privés, une longueur de retard sur le bien commun et nos intérêts à nous. Alors que je google Van Ranst, on m'envoie une vidéo qui me laisse sans voix. C'est une conférence donnée en 2019 par le virologue à Chatham House, un institut international très influent, un think tank. Van Ranst est invité à s'exprimer sur la gestion des pandémies. Il va raconter comment il avait réussi à instrumentaliser les médias lors de la crise H1N1 10 ans plus tôt. Van Ranst commence par déclarer ses conflits d'intérêts. Le slide reste 2 secondes à l'écran, je fais un arrêt sur image. La plupart des Big Pharma sont là. Mark Van Ranst explique ensuite comment il s'y est pris pour mettre les médias dans sa poche. Vous devez être omniprésent les premiers jours. Pour attirer l'attention des médias, vous concluez un accord avec eux. Vous leur direz tout, et s'ils vous appellent, vous décrocherez votre téléphone. En faisant ça, vous pouvez profiter des premiers jours pour atteindre une couverture maximale, et ils ne vont pas chercher des voies alternatives. Si vous faites ça, ça sera beaucoup plus facile. Van Ranst est très fier d'avoir apeuré la population par médias interposés. Il suffit de comptabiliser les décès au quotidien. Et puis vous devez dire, OK, on va avoir des décès liés au H1N1. Évidemment, c'est inévitable. J'ai utilisé ça dans les médias. 7 morts de la grippe par jour au pic de l'épidémie serait réaliste. C'est vrai pour chaque année. C'est une estimation très prudente, mais parler de décès est très important, parce que les gens commencent à se dire « Vous voulez dire que les gens meurent de la grippe ?» Et c'était une étape nécessaire. Monsieur Van Ranst a un certain sens de l'humour, ou un certain cynisme, c'est comme on voudra. Je lui ai adressé une demande d'interview, restée sans réponse. Celui qui conseille nos ministres pour la gestion de la crise Covid applique-t-il aujourd'hui la même recette que pour l'épidémie H1N1 ? Instrumentaliser les médias pour faire avancer son agenda et celui des labos pharmaceutiques ? On est content de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Je crois que les télés devraient se méfier de cet homme, plutôt que l'inviter dans les JT. Tacler le premier virologue du pays fait-il de moi un complotiste ? Pour me rassurer, je regarde sur le web à quoi ressemblent ceux que l'on considère comme de vrais adeptes des théories conspirationnistes. QAnon, la tempête. Il y a une raison politique pas nommée derrière tout ce qui se passe. Global Governance, et quand on clique dessus, on trouve le 5G. Le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt. Et je vous souhaite bonne chance à tous.
Le complot est quelque chose qui est effectif, qui a une certaine matérialité. D'une part, il y a quelque chose de réel derrière l'idée du complot, et d'autre part, la dimension du complotisme, de la pensée conspirationniste, qui a un regard généralement du côté non seulement du doute absolu, mais aussi de la vérité absolue, avec cette idée aussi d'un pilotage, généralement par une minorité toute puissante, voire une minorité même qui aurait des moyens occultes en sa possession. La cible privilégiée des complotistes est le philanthrope Bill Gates, accusé régulièrement de vouloir diriger le monde avec une poignée d'autres milliardaires psychopathes. Bill Gates, en fait, ça renvoie à la question de cette fameuse minorité toute puissante qui aurait pour vocation de contrôler plus encore qu'ils n'en ont la possibilité aujourd'hui par leur réseau et par l'argent qui est en leur possession, de contrôler l'ensemble du monde, de manipuler l'ensemble du monde. Et à partir du moment où elles sont toutes puissantes, on n'a plus de marge de manœuvre. On est foutu en quelque sorte. Et là, ça devient très dangereux parce que, d'une part, ça tue toute possibilité d'espoir et d'action, et d'autre part, ça efface tous les mécanismes de notre société sur lesquels nous avons prise et levier. Prise et levier sur quoi, au juste? On le sait, Bill Gates est le plus gros contributeur privé de l'Organisation mondiale de la santé. Il en influence les priorités selon sa vision du monde, hygiéniste et technologique. Je regarde dans le dictionnaire la définition du mot complot. Projet concerté secrètement contre la vie, contre une institution. Ceci n'est donc pas un complot, puisque Gates ne fait rien secrètement. La Fondation Gates a le mérite d'être transparente. Sur son site, on trouve tous les bénéficiaires de ses largesses. Par exemple ici, en mars 2020, au moment où la pandémie débute chez nous, 700 000 € pour le laboratoire de la KU Leuven, celui de Mark Van Ranst. Un beau cadeau pour celui qui influence nos politiques de santé publique, menant tout droit à la vaccination de masse, chère à Bill Gates. Bill Gates sait aussi s'y prendre pour avoir bonne presse. Parmi ses bénéficiaires, on trouve de nombreux grands médias. Par exemple ici, le journal Le Monde, 2 millions de dollars en 2019. On ne s'étonnera plus que le quotidien prenne systématiquement la défense de Bill Gates. L'AFP est également un grand défenseur de Bill Gates. Rien d'étonnant, la fondation Bill et Melinda Gates est un gros client d'AFP Services, la branche corporate de l'agence de presse française. Les médias belges relaient volontiers les dépêches de l'AFP qui défendent Gates contre les rumeurs. Plutôt que passer leur temps à faire la chasse aux complotistes, les journalistes ne devraient-ils pas dénoncer la prédation du secteur privé sur la santé publique ? Difficile évidemment quand on est soi-même dans les griffes des lobbies. « 1er mai, fête du travail. Ça fait 2 mois que je n'en ai plus. 9 et N. 10. À toi. Je rends visite à mes parents. Ils jouent au Scrabble. Je vais mettre K. 3, 4, 5 x 2, 10. Un cas, c'est une manifestation d'une maladie chez quelqu'un. Donc en réalité, on parle de cas quand il y a une maladie, et à la télévision, on parle souvent de cas alors que ce sont des tests positifs. Il ne faut pas confondre le cas maladie avec le test positif. Des tests positifs peuvent-ils déterminer une infection au coronavirus, qu'on soit malade ou non ? La principale technique utilisée partout dans le monde est le test PCR. J'ai voulu comprendre de quoi il s'agissait en rencontrant la directrice médicale d'un laboratoire. PCR, ça veut dire Polymerase Chain Reaction. Alors derrière en fait cet acronyme, il y a ce qu'on appelle nous une technique d'amplification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner une cible. En fait, cette cible, c'est une partie du matériel génétique du virus, et on va aller l'amplifier de façon exponentielle grâce à cette fameuse technique de PCR. Donc après un certain nombre de cycles, on peut obtenir jusqu'à 1 million, voire plus, de copies de ce qu'on cherchait au départ.
La trace laissée par le virus est en fait amplifiée à chaque cycle. Il faut imaginer une photocopieuse qui agrandirait 2 fois l'image à chaque passage. Après 40 cycles, le signal est amplifié 1,5 million de fois. Le 40 cycles, qui est utilisé dans beaucoup de laboratoires, est probablement le meilleur compromis. Si on s'arrête à 20, on va certainement rater quand même toute une série de patients porteurs. Trop de cycles, ça n'a pas d'intérêt parce que vous n'allez de toute façon, au-delà de 40, plus rien détecter de plus. Plusieurs scientifiques ont émis des réserves sur l'intérêt des tests à cette échelle. Alors, je ne suis pas un homme de laboratoire, je reviens sur cette précaution oratoire-là. Pour moi, le chiffre de 40 est trop élevé. Le chiffre de 40 est trop élevé et va vous donner, peut-être dans certains cas, des faux positifs, et surtout vous détectez des séquelles virales des semaines après, alors que là, on est pratiquement certain qu'on n'a pas de contamination. On trouve du vrai virus, mais parfois du cadavre de virus, on est bien d'accord. Hein. Le labo que j'ai interviewé, donc il monte à 40 c'est cycles. de trop, hein, c'est beaucoup. Hein. Pardon ? C'est beaucoup à 40, c'est énorme. Plus tard, je lis sur le site officiel de l'OMS que les tests PCR peuvent produire de nombreux résultats erronés lorsque le taux de positivité décroît, ce qui est le cas en fin de phase épidémique. Le testing de masse devient alors peu fiable. Le test PCR devrait être réservé aux patients qui présentent des symptômes cliniques, c'est-à-dire s'il est malade. Cette publication est cruciale parce que le testing de toute la population, même asymptomatique, est le socle sur lequel reposent la plupart des mesures de santé publique, du port du masque aux quarantaines. Si le socle n'est pas robuste, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Les médias ont évoqué ce problème, sans pour autant renoncer au décompte quotidien des nouveaux cas qui continuent d'alimenter les gros titres. 298 nouveaux cas détectés en 24 heures. Passé à 636 cas, un nombre qui ne cesse d'augmenter. 15 850 nouveaux cas par jour. L'annonce quotidienne du nombre de nouvelles contaminations par les autorités, reprise par les médias, constitue au minimum un glissement sémantique et au pire un mensonge d'État. « 9 mai. Mon père m'envoie un courriel, je le sens inquiet. Le journal télévisé de 13h ce jour confirme la reprise de l'épidémie en Allemagne. L'heure n'est pas au relâchement. On le voit dans certains pays comme l'Allemagne, la courbe repart à la hausse. En réalité, le 9 mai, les chiffres continuent de baisser en Allemagne. En certains endroits, on pourrait même reconfiner. Et chez nous, Ma compagne est germanophone, elle vérifie les médias allemands. Il s'agit d'un seul canton où 2 abattoirs sont concernés. Les conditions de travail et d'hébergement d'ouvriers venus des pays de l'Est ont généré une contamination très localisée. Rien à voir avec une reprise de l'épidémie à l'échelle nationale. Juste un petit raccourci journalistique pour encourager le respect des mesures. Une erreur de la part d'un présentateur sous pression. Une fake news. J'ai pris rendez-vous avec Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF. Laurent Mathieu, avec son éditeur, est responsable de ce qui a été dit à l'antenne. Et s'il y a comme une erreur, on la corrige. Nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas la vérité révélée. Mais je peux vous assurer que nous travaillons jour et nuit pour livrer l'information la plus sérieuse, la plus fiable possible, la plus recoupée possible, et que nous sommes très attentifs à ce qui émerge dans ces moments-là. Maintenant, vous dites courant, mais il y a les médias mainstream et il y a les médias alternatifs. Je pense que la vérité n'est pas dans les médias mainstream et la vérité n'est pas dans les médias alternatifs. La vérité, elle est dans les deux. Il y a des fake news dans l'information officielle, énormément. Or, ne sont taxés de fake news que ce qui ne correspond pas à l'information officielle. Et donc, c'est une manière de se débarrasser des contestataires, je dirais. Et il faut se demander chaque fois où sont les fake news, puisque la réalité a tellement changé de semaine en semaine. La pandémie n'est évidemment pas une fake news. Je ne nie pas le virus, la souffrance des patients, l'angoisse de leurs proches, le dévouement du personnel soignant.
Un de mes meilleurs amis est resté une semaine aux soins intensifs et j'ai eu peur pour lui. Mais toute cette détresse ne doit pas faire oublier les manipulations, les opportunismes, le business. 24 juillet. J'assiste à une conférence de presse organisée par Cienzano. Ce jour-là, il y a peu de journalistes dans la salle. Le pic de l'épidémie est passé. Le public commence à se lasser des informations liées au coronavirus. Goedemorgen, bonjour à tous. Je dois malheureusement vous faire part d'une triste nouvelle aujourd'hui. Un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. En espérant que cette triste nouvelle nous serve de prise de conscience. Quelques minutes plus tard, l'info est relayée par les médias. Les gros titres sont sans nuance. J'ai rencontré le papa de cet enfant sur son lieu de travail. Quand j'ai vu les médias dire que l'enfant était décédé du Covid, je n'ai pas accepté. C'est le Covid qui l'a accompagné, mais à la base, elle était déjà atteinte d'une maladie neuromusculaire. Elle avait déjà des problèmes de respiration et tout ce qui s'ensuit. Et le Covid est venu accompagner. Et je n'étais pas d'accord parce que les médias ont dit que c'est Covid. C'est pour effrayer toute une population. Si je n'étais pas le papa de cet enfant, que j'aurais entendu ça dans les médias, j'aurais été effrayé. Effectivement, vous entendez un enfant de 3 ans et demi qui décède du coronavirus, c'est vrai que ça fait peur. Mais quand vous savez ce qui s'est passé auparavant, l'état de l'enfant, c'est pas logique qu'on vous mette ça dans les médias comme ça. Avant le Covid, elle a eu une thrombose pour un enfant de 3 ans et demi. Comme je dis toujours, elle était faible, c'est vrai, mais elle nous a donné beaucoup de joie avec sa maladie. Et la perte pour nous, ça a été une très très grande perte. J'ai de plus en plus l'impression que toute cette communication a pour objectif de maintenir la peur. Je ne suis pas le seul à le penser. J'ai rencontré le docteur Pascal Sacré, intensiviste au Grand Hôpital de Charleroi. Il a suivi une formation universitaire sur les états de conscience et l'hypnose. Moi, je dirais, et là encore c'est le médecin qui parle, ces états de stress dans lesquels on maintient la population sont capables d'engendrer, encore une fois, source à l'appui, plus de problèmes de santé ou aggraver des problèmes de santé que le Covid. Le système immunitaire en particulier est très sensible à la peur. Et je dirais même que s'ajoute, et là c'est un autre élément qui m'a vraiment tétanisé et fait vraiment réaliser que là il se passe quelque chose, c'est que cette peur, on peut en reparler, est associée à une inhibition de l'action. Ça c'est un phénomène psychologique qui a été mis en évidence par Pavlov et Henri Laborie. Ils ont fait des expériences avec des rats, par exemple. On sait que quand on prend quelqu'un et qu'on le stresse, celui qui va s'en sortir, c'est celui qui sait agir sur ce stress. Donc soit passer dans une autre cage, soit même, si on met 2 rats, agresser l'autre rat. Tant qu'il sait faire quelque chose, il va s'en sortir et survivre. Si on empêche aux gens de faire quelque chose, et qu'est-ce qu'on a fait? On les a confinés, on leur a empêché d'agir par rapport à ça. Attendez. C'est une inhibition de l'action. Donc à cette peur s'associe la pire chose qu'on peut associer à la peur, c'est l'inhibition de l'action. Ça, tous les psychologues, psychopathologues vont vous le dire. Quand quelqu'un a peur, il est capable d'accepter tout et n'importe quoi. « 16 août, c'est l'été, il fait beau, l'air circule. Le virus aussi, nous dit-on. Pour s'en protéger et protéger les autres, le port du masque est recommandé, même en extérieur. En mars, en pleine épidémie, le porte-parole Emmanuel André affirmait que le masque n'était pas nécessaire. En juin, alors que les contaminations faiblissent, il le juge d'une nécessité absolue. Ces contradictions donnent des arguments à celles et ceux qui considèrent que le masque porte atteinte aux libertés individuelles. Ils organisent les premières manifestations hostiles aux mesures gouvernementales. Les journalistes présents sur place découvrent une véritable défiance à l'égard des médias, accusés de ne relayer que le discours officiel.
Pour Radio France Internationale, la manifestation belge était un rassemblement de complotistes. Le 29 août, une manifestation d'une autre ampleur se tient à Berlin. Les organisateurs estiment qu'ils sont plus d'1 million. L'événement culmine avec le discours de Robert Kennedy Jr. Cette grande figure des anti-vaccins, en bon démagogue, reprendra la phrase historique de son oncle John Fitzgerald Kennedy. Qui sont exactement ces manifestants anti-masques? Au vu des images, on a l'impression qu'il y a des profils vraiment très différents. Des anti-vaccins, des skinheads, des chrétiens évangélistes, et on peut voir flotter les uns à côté des autres des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, des drapeaux noirs, rouges et blancs. En Belgique, aucun JT ne mentionnera Kennedy, un nom qui fait pourtant de l'audimat. J'ai demandé au correspondant de la RTBF pourquoi il avait passé sous silence sa présence. Réponse: Kennedy est venu à Berlin pour lancer son ONG anti-vaccin. D'un point de vue déontologique, je n'ai pas à relayer une campagne promotionnelle. Pas de publicité pour les anti-vaccins, soit, mais de là à faire du placement produit en plein JT. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca reprend ses essais cliniques au Royaume-Uni et au Brésil. On vous parlait hier du géant américain Pfizer qui annonce que son futur vaccin, toujours en test, est efficace à 90%. La production est lancée. À l'intérieur de ces bâtiments, ils viennent peut-être de trouver la formule miracle pour combattre le coronavirus. La découverte d'un vaccin est l'une... Sophie Meulemans a fondé en 2009 le collectif Initiative citoyenne au sortir de l'épidémie H1N1. À cette époque, elle était encore interviewée pour défendre l'idée d'une liberté vaccinale. Nous, on est avant tout pour le respect de la liberté vaccinale et le droit au pluralisme thérapeutique. Donc ça veut dire le droit de se soigner autrement que par le tout chimique, le tout pharmaceutique. En 2009-2010, il y a eu une série de conférences de presse qu'on a données, une série de reportages au JT. À l'heure actuelle, c'est un blackout, c'est des messages de peur, c'est un sens complètement unilatéral. La parole sacrée aux experts, mais les médecins de terrain qui veulent dénoncer des choses vont d'office être étiquetés de complotistes. Donc nous, ce qu'on essaye aussi au niveau associatif, c'est de leur donner la parole. La presse a tendu un véritable cordon sanitaire autour de celles et ceux qu'elle qualifie d'antivax. Le Soir consacre par contre une double page à l'interview de l'ancien patron de GSK, grand promoteur de la vaccination de masse. Dans un de ses éditoriaux, Béatrice Delvaux traitera de complotistes ceux qui critiquent la campagne vaccinale. Je ne suis pas un anti-vaccin. J'en ai eu ma dose et je dois d'ailleurs faire mes rappels. Mais pour le Covid, je préfère attendre un peu comme beaucoup de mes compatriotes. Pourquoi cette méfiance ? D'abord parce que certains de ces vaccins reposent sur une technologie nouvelle, celle de l'ARN messager, encore jamais testée à grande échelle. Je ne suis pas compétent pour en discuter les bénéfices et les risques, mais il me semble présomptueux de garantir l'absence d'effets indésirables à long terme. Ce qui engendre la méfiance, ce sont aussi ces négociations opaques et les spéculations boursières. Et puis, les conflits d'intérêts que l'on prétend inévitables. Je lis sur ce bandeau que le spécialiste interviewé sur la sécurité des vaccins est professeur d'immunologie à l'ULB. Certes, mais il est aussi président du conseil d'administration de la fondation AstraZeneca. C'est à cette société que la Belgique passera la première commande de vaccins. Mais il y a un hic. AstraZeneca a négocié son immunité contre les poursuites. C'est l'État qui devra garantir l'indemnisation des éventuelles victimes d'effets secondaires. Personnellement, je suis un très grand défenseur des vaccins. L'absurdité vient de ceux qui signent le contrat où il est écrit que le producteur ne garantit pas. Il y a une chose qu'il faut se rendre compte, ce sont des entreprises qui sont dans un système libéral. Qu'est-ce que fait une entreprise dans un système libéral? Elle saisit les opportunités. Qui a demandé à ce que le développement soit accéléré? Ce ne sont pas les entreprises, ce sont les gouvernements, c'est l'Europe, c'est la FDA, ce sont tous les pays qui, quelque part, font pression pour que le développement se passe le plus vite possible. Les gouvernements se sont mis dans une situation où ils se sont coincés et où ils ont conditionné leur sortie de crise à la distribution de ce vaccin. Et c'est là le piège dans lequel les politiques sont pris.
Il faut comprendre qu'eux ont la pression du public qui veut un vaccin, parce que depuis Pasteur, on sait que les vaccins, ça marche. Donc, ils veulent un vaccin parce que comme ça, ils sont protégés et on n'en parle plus et ils peuvent aller faire leurs courses comme ils veulent et ils peuvent revivre une vie normale et aller où ils veulent. Les autorités belges ont été tellement critiquées vis-à-vis de leur non-prévoyance vis-à-vis des masques et des réactifs qu'ils se disent bon, on ne peut pas louper le coche de la vaccination. Et que donc, ils se retrouvent coincés et qu'ils se retrouvent dans des décisions comme celle-là. Tout ça repose sur la confiance que l'on place dans des personnes qui prennent des décisions à notre place. CQFD. Comment les autorités vont pouvoir gagner la confiance de 70% des Belges, puisque c'est un des enjeux, parvenir à convaincre 70% des Pour que la population y Belges adhère, les grands médias vont se faire les chantres de la vaccination. On va même créer le hashtag « Je me vaccine » qui enrôle des people. En parallèle, sur les réseaux sociaux, toute critique du vaccin anti-Covid sera censurée d'office. Les algorithmes seront sans pitié et sans recours. Christophe de Brouwer, ancien président de l'école de santé publique de l'ULB, sera lui aussi censuré par Facebook pour désinformation pouvant entraîner des préjudices physiques. Avec la crise du Covid, Facebook, YouTube ou Twitter font plus que jamais la chasse aux informations scientifiques qu'ils considèrent erronées. Paradoxalement, Facebook continue de tolérer les groupes créationnistes ou ceux qui pensent que la Terre est plate. L'argument scientifique est-il à géométrie variable quand il s'agit de censure ? Serais-je censuré moi aussi si j'écris qu'il existe des alternatives à la vaccination ou au moins des solutions complémentaires ? Il y a tout d'abord la recherche de l'immunité collective, comme l'a tenté la Suède, ou le renforcement de l'immunité individuelle, grâce par exemple à la vitamine D. Il y a aussi les plantes médicinales, telles que l'artémisia annua, et puis les médicaments repositionnés, comme la chloroquine. Le protocole à base de cette molécule va faire l'objet en France d'une incroyable saga. Chez nous, pas de débat, le traitement sera largement utilisé dans les hôpitaux. Par contre, l'Agence fédérale du médicament va fortement en déconseiller la prescription par les généralistes. C'est étrange. Ce qui n'est pas recommandé chez nous semble efficace pour les Africains. Sur ce site de la diaspora congolaise, on découvre le 8 avril que la Belgique a donné un lot important de chloroquine à la RDC en indiquant que le traitement avait des vertus thérapeutiques par rapport au Covid-19. Toutes les alternatives au vaccin seront globalement négligées par les pouvoirs publics et disqualifiées par les médias. Nous avons décidé que les bars et cafés, mais également les salons de thé et café, devront fermer leurs portes. Ils seront fermés. Les clubs sportifs amateurs devront fermer leurs buvettes. Début octobre, nous avons un nouveau gouvernement et on nous parle de plus en plus souvent d'une deuxième vague. J'aimerais savoir comment ça se passe aux soins intensifs des hôpitaux bruxellois. Je revois le professeur Laterre. Il y a une infection sur votre rein. Mais bon, il n'y a pas de problème. On a commencé le traitement tout à l'heure, ça va ? OK ? Vous avez des patients Covid ? Oui, tout à fait. Donc il y en a un là. Et il y en a deux autres au fond de l'unité. On est loin de la saturation. Ah oui, complètement. Je veux dire, si on se remet dans le contexte du mois de mars-avril, l'ensemble de la structure ici, les 14 lits, n'étaient occupés que par des patients Covid. On a eu jusqu'à 27-28 patients en même temps. En fait, il n'y a jamais eu de saturation complète des hôpitaux, en particulier quand on regarde le domaine des soins intensifs, à l'opposé de ce qu'on a pu rencontrer dans le nord de l'Italie. Grâce au confinement ? Non, à cause du confinement. C'est-à-dire, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens, à cause du confinement, ont eu peur de se déplacer alors qu'ils avaient éventuellement des symptômes et beaucoup de gens ne se sont plus présentés à l'hôpital. Allô ? Bonjour. Un journaliste appelle le médecin pour avoir son avis sur les mesures décrétées ce matin par le nouveau gouvernement, comme la bulle de 4. Je pense que la communication, surtout, avait un objectif de marquer le coup et dire voilà, ben maintenant on existe, on arrive, on est organisé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va faire. Par contre, je pense qu'on avait convenu aussi d'avoir des mesures plus ciblées, parce qu'en fait, ici, on fait une mesure linéaire, où on met tout le monde dans le même panier.
On a toutes les régions du pays qui vont devoir implémenter les mêmes mesures restrictives, alors qu'on sait très bien aussi que la quasi-totalité des patients qu'on a sont de la communauté allochtone. Alors ce n'est pas du tout de leur faute. Ce sont des gens qui n'ont pas eu d'informations correctes parce qu'ils vivent dans un mode communautaire classique, et on peut tout à fait comprendre, social habituel, avec une grande promiscuité, parce qu'ils sont nombreux dans les familles, parce qu'ils ont un espace plus réduit. Mais je crois que si de nouveau on ne cible pas dans les zones ou dans les communautés dans lesquelles il y a clairement un plus grand problème de contamination, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse la différence en termes d'épidémie ou en termes de contamination en tout cas. Très bien, merci. À tout à l'heure. Le professeur Laterre ne sera pas invité ce soir et on ne le verra plus dans les débats télévisés. Son message sur le ciblage des communautés à risque sera peu relayé dans les médias. Des soirées entre jeunes, des soirées à l'abri des regards et un virus qui peut circuler allègrement. Depuis la rentrée, les autorités et les médias vont désigner les jeunes ou les voyageurs comme responsables de la hausse du nombre de cas positifs, comme s'ils étaient le cœur du problème. On nous parle de solidarité, mais je constate plutôt un discours médiatique qui divise, qui culpabilise. On fustige des comportements sociaux et non l'inefficacité d'une politique de santé publique. La presse s'en prendra aussi à ceux qui, en été, ont tenté de relativiser la gravité de la pandémie. Elle a même inventé un nouvel adjectif pour ça, les rassuristes. Des professionnels de la santé vont s'en trouver ostracisés. C'est le cas du professeur Jean-Luc Gallat. D'autres seront critiqués pour leur liberté de parole. Les Mazerac, Briaille, Collignon, pour n'en citer que quelques-uns. Le journaliste Bertrand Haine ira jusqu'à les traiter de marchands de déni. Bulle sociale de 5 qui, soi-disant, n'avait plus de légitimité, sous la pression grandissante d'experts francophones ou flamands. S'il faut pointer quelqu'un ou quelque chose du doigt aujourd'hui, eh bien c'est ces marchands de crédulité et de déni qui nous disaient il y a encore 3 semaines que tout allait bien. Voilà une bonne base. Il y a quelque chose quand même qui me surprend vraiment dans l'évolution du positionnement des médias au cours de cette épidémie. Au tout début, je pense qu'ils ont été surpris comme tout le monde et quelque part, ils n'y connaissaient rien, ils ne savaient pas quoi dire. Et donc moi, ils m'ont donné l'impression qu'ils répétaient, ils faisaient perroquet, ils égrenaient les chiffres. On est déstabilisés, on ne sait pas quoi dire. C'est entre-deux, au moment du déconfinement, il y a eu une période un petit peu de critique. Donc où il y a eu beaucoup plus de cartes blanches, où il y a eu beaucoup plus d'interviews de personnes avec confronter les points de vue sur quelle est la stratégie qu'on devrait adopter, etc. Et là où je comprends beaucoup moins, c'est depuis quelques semaines, il y a un revirement où c'est vraiment une prise de position. On ne sent plus d'esprit critique, ce n'est ni on ne comprend pas ni ceci, c'est nous avons décidé que ça c'était ce qu'on allait croire. N'importe qui n'est pas à 100% aligné avec le message que les médias ont décidé, qui n'est même plus celui des experts, hein, c'est celui des médias, les journalistes ont leur message. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous est complotiste et est mauvais. C'est le 22 octobre que j'ai décidé de ne plus regarder les journaux télévisés. Ce soir, on a dépassé les bornes. L'ancienne première ministre Sophie Wilmès a été hospitalisée hier et placée en soins intensifs à l'hôpital. Il y a d'abord l'annonce de l'hospitalisation de l'ancienne première ministre. Est-ce que son état nécessitait une admission en soins intensifs? Elle ne cite aucune assistance respiratoire et elle ne cite même pas de l'oxygénothérapie. Donc actuellement... Le JT de la RTBF a invité l'expert le plus tracassé. Marius Gilbert, selon vous, est-ce qu'il faut un reconfinement généralisé? Ça va être très difficilement incontournable. Et on finit par bien se connaître, je vous sens quand même très inquiet ce soir. Mais je suis très inquiet, je ne suis pas le seul. Le même soir, sur la chaîne privée, sur base d'un début de courbe exponentielle, on extrapole un nombre de malades vertigineux. En noir, son évolution si aucune mesure n'avait été prise la semaine dernière. Et en rouge, voici à quoi s'attendre jusqu'en mars grâce aux mesures prises. Moitié moins d'hospitalisation. Voici la projection de ce qui se serait passé si on n'avait pas pris des mesures la semaine passée. Ok, ça reste à démontrer. Hein. Et voici ce à quoi on peut s'attendre dans le futur, jusque fin mars grâce aux mesures qu'on a prises ici. Et là déjà, je commence à avoir des choses qui tiquent. Les mesures, c'est jusqu'au 13 décembre. Comment est-ce qu'ils peuvent modéliser l'effet des mesures jusque fin mars? Et surtout, on devrait avoir sur le graphique, non pas une courbe, mais un spectre. Plus on est loin, moins on est sûr, donc on est de plus en plus écarté. Mais ça, c'est juste des modèles mathématiques foirés. Voilà. Et donc, reconfinement généralisé? Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Et puis vient l'inévitable sujet tourné dans un hôpital au bord de la saturation.
On ne peut être plus inquiet par rapport à ce qui est en train d'arriver. Le chef des urgences se gardera bien de rappeler que chaque année, en fin d'automne, les hôpitaux sont débordés par différentes pathologies respiratoires. J'ai d'ailleurs retrouvé cette affiche du CHU de Liège. Elle date de 2019. Depuis toujours, c'est une période difficile. Automne, hiver. On a une saturation des lits depuis toujours, en fait, en soins intensifs. Je ne me mets en porte-à-faux de la plupart des dires officiels, journalistiques, tant qu'ils ne parleront pas, parce qu'ils peuvent le faire à partir de maintenant, s'ils le veulent finalement, mais tant qu'ils ne parleront pas des autres éléments qui, pour moi, sont même les plus importants. C'est-à-dire le manque de moyens, le manque de valorisation, le manque d'effectifs, revoir le financement des soins intensifs, voilà, des choses comme ça. Pour avoir dit ce qu'il pensait sur les réseaux sociaux, Pascal Sacré est licencié du Grand Hôpital de Charleroi pour faute grave. On lui reproche ses opinions, non seulement sur la gestion de la crise, mais aussi sur d'autres sujets polémiques, pour lesquels certains le taxeraient volontiers de complotiste. Le licenciement sec du docteur Sacré est une preuve de plus que le discours dominant ne tolère aucune voix dissidente, même les plus dévouées. Quelque chose qui m'a énormément choqué, c'est de voir que, pour cette raison-là, il pouvait renvoyer un réanimateur en cette période de crise Covid, je le rappelle, dont je n'ai jamais contesté l'existence, au contraire. J'ai été confronté en première ligne. J'ai dû partir alors qu'ils avaient besoin de moi. Les hôpitaux liégeois. Je reviens à ces JT du 22 octobre. On y fera 4 allusions différentes à la Lombardie. Alors, certains experts comparent ce qu'il se passe en ce moment en province de Liège à la Lombardie en Italie lors de la première vague. Est-ce que cette comparaison entre la Wallonie et la Lombardie tient-elle vraiment la route? Avec des drames à vivre tels que l'on avait vu sur la première vague en Italie du Nord. Tout ça tombe à point nommé. Juste après le journal, se tient une réunion du Conseil national de sécurité qui doit décider de nouvelles mesures restrictives. Mesures qu'il est bien entendu toujours utile de respecter. Il faut préparer la population à y adhérer au nom de la solidarité avec les malades et le personnel soignant. Protéger les plus vulnérables. Le nouveau premier incarne parfaitement le pompier pyromane. Il parle d'incendie dans les médias, qui en retour le présente comme le capitaine des pompiers, seul capable d'éteindre le brasier. Je n'en peux plus de cette communication, de cette fabrique du consentement qui tourne à plein régime. Les derniers chiffres de l'évolution de l'épidémie. On me reprochera de me focaliser sur les gros titres des JT et les unes des quotidiens. C'est vrai, parce que ce sont les gros titres que l'on s'envoie d'un clic et qui créent la panique. J'admets que certains journalistes ont analysé et investigué, mais très peu se sont aventurés à questionner le discours dominant, à douter. Le Soir a interviewé Geert Molenbergs, un biostatisticien qui conseille notre ministre de la Santé. Il suggère qu'au-dessus de la barre des 50 contaminations par jour, il n'y ait pas de retour à la normale. Le seuil épidémique pour la grippe est d'environ 150 cas malades par jour. L'expert propose de fixer le seuil Covid-19 à 50 cas. Et même si on y parvenait, les grands événements resteront impossibles. Cela signifie la fin des stades bondés, des festivals, des carnavals. Le Soir s'est contenté de relayer la parole d'un expert sans relever l'énormité. Descendre sous la barre des 50 cas par jour, c'est la tyrannie du risque zéro. Je ne comprends pas toujours le choix des rédactions de montrer certaines choses et d'en taire d'autres. Pas un mot, par exemple, sur cette décision d'une cour d'appel au Portugal qui considère que les tests PCR ne sont pas assez fiables pour justifier une quarantaine. Pas de sujet JT sur les manifestations de cet été en Serbie ou au Danemark contre les mesures liberticides. Aucun écho pour ces parlementaires italiens qui protestent contre les mesures décrétées par leur Premier ministre. Nos médias ont-ils peur que ça fasse tache chez nous? Je suis en tout cas de plus en plus écœuré par le choix des titres. Les journaux publient parfois quelques critiques des décisions gouvernementales, mais la plupart du temps, c'est au travers d'opinions et de contributions externes. Début décembre, j'ai observé en temps réel dans l'Écho une censure qui ne dit pas son nom. Dans une carte blanche, 2 chercheurs formulent l'hypothèse que l'inflexion de la courbe des admissions est naturelle et ne doit rien aux mesures décidées par le gouvernement, à contre-courant du discours dominant. J'enregistre illico et j'ai bien fait. Elle est retirée après quelques heures. L'article réapparaîtra plus tard,
contextualisé, pour reprendre les mots de la rédaction, qui tente ainsi de recoller avec la narration officielle. Ceci n'est plus une carte blanche. En me rendant sur le site du Soir, je constate que 6 mois après le décès de l'enfant de 3 ans, l'info n'a toujours pas été rectifiée, malgré l'insistance de son père. L'histoire retiendra donc qu'en Belgique, une enfant de 3 ans est morte du Covid. En ce moment, il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est de limiter au maximum les contacts physiques entre nous. Aussi brièvement que possible, mais aussi longtemps qu'il ne le faudra. 2 novembre. Le gouvernement décide d'un 2e confinement partiel. Il va entraîner la fermeture de secteurs non essentiels sans que cette notion fasse l'objet d'aucun débat démocratique. Je reçois des messages qui prétendent qu'il y a autre chose derrière tout ça. La crise du Covid-19, qu'elle soit exagérée ou non, servirait surtout à masquer une crise beaucoup plus grave, plus systémique. Pour me faire une opinion, j'ai rencontré Georges Hugeux, un fin connaisseur de la finance internationale. Pendant 20 ans numéro 2 de la Bourse de New York, Hugeux est aujourd'hui professeur à la Columbia Law School. Bonjour. En 2018, j'ai annoncé un tsunami en 2020, simplement sur le plan de l'affaiblissement de la situation financière. Le coronavirus a été un révélateur de beaucoup de choses, et notamment du fait que nous avions complètement désinvesti en termes de lits d'hôpitaux, en termes de laboratoires, en termes d'infrastructures. Nous avons des États qui ont agi de manière irresponsable. Et depuis la crise de 2010, l'endettement des États a profondément augmenté. Mais on vient de remettre autant d'argent en 6 mois que ce que l'on avait mis pendant les 10 années précédentes. Mais comme nous avons commencé l'année 2020 dans une situation de fragilité de l'endettement, la situation avec laquelle nous terminons 2020 est très proche de catastrophique. Ce qui veut dire que la récession pourrait être plus profonde que ce qui est annoncé. Les défenseurs de l'ultralibéralisme vont-ils mettre la faillite du système sur le dos du Covid ? J'entends déjà les gouvernements se dédouaner de toute responsabilité en faisant du virus le bouc émissaire. Is het ook een sociale en een economische crisis? On a décidé ce qu'il faut décider. J'entends déjà les médias entretenir la même confusion. Le choc économique causé par le Covid-19. Les sites officiels et les médias parlent du coût économique du coronavirus. C'est une erreur. C'est le confinement qui a coûté des milliards. Et le confinement est une décision politique. Étant entendu que nous ne sommes pas responsables du fait que nous avons organisé un confinement, étant entendu qu'on a tenu un langage qui a créé la peur dans la population, mais bien entendu, de ça, les gouvernements ne sont pas coupables. Et le fait qu'ils aient littéralement détruit l'économie n'est pas de leur responsabilité, ils n'ont fait que suivre les médecins. Ça, c'est une démission politique. Pour que ça marche, il y a un élément capital, c'est que la population puisse faire confiance à ses dirigeants. Faire confiance à qui ? Nos représentants au Parlement restent muets, comme sidérés. Ce sont les exécutifs qui mènent la danse, flanqués de consultants privés et de virologues qui murmurent à l'oreille des ministres. Comment faire confiance à une administration qui bafoue le secret médical ? Depuis plusieurs mois, nous devons communiquer les données de résultats de PCR à Cienzano et les données personnelles du patient. Votre nom, votre prénom, votre numéro de registre national et les autres données qui sont éventuellement en notre possession. En tout cas, de toute façon, l'adresse et si le numéro de téléphone est disponible. Et il est clair que nous n'étions pas du tout habitués, si je puis dire, à ça. Et en tant que médecin, ça pose quand même problème. Ça n'a pas été facile. Mais bon, il y a un cadre légal qui a été mis en place. Mais si je suis négatif, quel est l'intérêt de communiquer mes données ? Oui, on rentre dans les questions plus difficiles. Hein. Sur les données personnelles aussi, on a beaucoup concédé. Il a fallu des années pour que le Parlement européen ponde un règlement qui les protège, et seulement quelques semaines pour les foutre en l'air. Dois-je accepter d'être tracé ?
Est-il normal de donner mon numéro de téléphone à un barman et mon adresse mail à la piscine? Faire confiance à une ministre des Affaires étrangères qui déconseille les voyages en Antarctique, qui place le Vietnam sur la liste rouge alors que le pays n'a enregistré que 35 morts pour 100 millions d'habitants? Mes amis se sont fait à l'idée que pour voyager, ils devront être vaccinés et le prouver. N'est-ce pas tout simplement une obligation vaccinale déguisée? Si on décide que le vaccin est obligatoire, je serai objecteur de conscience. La distanciation sociale et le télétravail empêchent désormais les échanges de points de vue. Pourquoi les autorités ont-elles fermé tous les endroits où l'on refait le monde? Les campus universitaires, les cantines, les bistrots? Le pouvoir craint-il la subversion du théâtre? Il se souvient sans doute que la Révolution belge a débuté à la sortie d'un opéra. Des médecins me l'ont dit, les mesures liberticides peinent à trouver une justification sanitaire. Elles ne seraient finalement que sécuritaires. Le mot couvre-feu retrouve subitement son sens littéral. L'interdiction des grands rassemblements sonne-t-il le glas des manifestations où la population pouvait exprimer sa colère? En démocratie, la presse ne devrait-elle pas être le premier rempart contre les abus du pouvoir? Dans cette crise, au contraire, elle semble accompagner le pouvoir, même dans ses délires. Qu'est-ce que vous avez pensé du rôle des médias dans cette crise? Depuis au moins 10 ans, les médias se sont transformés d'informateurs à chercheurs de sensationnel. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'entre le pouvoir politique et les médias, c'est plutôt le pouvoir politique qui suit les médias que les médias qui suivent le pouvoir politique. Et donc la dramatisation qui a été faite par les médias a forcé les États à devenir dramatisants et à prendre des mesures exceptionnelles. Ce qui a été créé pendant cette année 2020, c'est une angoisse, c'est une anxiété générale, chaque jour devant être plus inquiétant que le jour précédent. Je pense que chez toute personne, la peur est un facteur de changement. Vous savez, la guerre arrivera en Belgique, on ferait 100% sur la guerre, même s'il y a des événements, des endroits dans le monde où il y aurait peut-être d'autres guerres ou d'autres moments de paix. Comme dans toutes les situations de guerre, on a sacrifié la liberté de penser. Face à cette information monolithique, nous n'avons pas eu de contrepoids, sauf peut-être dans des réseaux sociaux. Il y a une chose qu'on peut faire dans ce cas, c'est douter, douter et encore douter. C'est Noël. Je ne verrai pas mes parents. Mon père continue d'être inquiet et civique. Ma famille se tient à distance, mes amis sont devenus des pixels. Est-ce que nous voulons d'une société sans risque, sécuritaire, contrôlante? Qui a voté pour ça? Pas moi, en tout cas. Je n'ai toujours pas compris ce qui se passe, j'ai juste cherché à comprendre. Ceci n'est pas un complot, mais peut-être bien l'utilisation d'une crise sanitaire pour imposer un monde virtuel, technologique, hygiéniste. Une formidable opportunité pour ceux qui rêvent de pouvoir fort et de peuples sages. Mais qui partage ce rêve? Pas grand monde que je connaisse, et probablement très peu de journalistes. Alors j'espère un sursaut, de vrais débats démocratiques sur des choix de société, à l'abri des intérêts mercantiles. Je fais confiance au pouvoir de chacun et à l'intelligence collective. On peut en finir avec cette crise, mais il va falloir la reconquérir, la liberté.